toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le changement climatique, un enjeu au cœur de la CSRD. Je suis Martine Trabelsi, chef de projet au sein du groupe Segos, dans l'unité spécialisée dans les projets sur mesure. Et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec mon collègue Bruno Bachy, qui est manager d'offres finance. Notre webinaire va démarrer à 11 h précisément. En attendant, vous pouvez vous familiariser avec le chat. Donc, sur le chat, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la présentation et nous répondrons à ces questions à la fin de la présentation. Quelques points pratiques. Ce webinaire va être enregistré et vous allez recevoir dans quelques heures un lien qui vous permettra de visionner le replay et d'avoir accès à notre support de présentation. En cas de problème technique, ça peut arriver, en cas de problème technique et notamment de problème de son, vous pouvez avoir recours à la hotline Webikeo qui est à votre disposition. Les informations de contact sont disponibles dans le chat. Et en attendant, donc, il est 11 h, donc je vous propose de démarrer sans plus attendre notre webinaire. Et je laisse la parole à Bruno. Bonjour à tous. Donc, nous allons démarrer ce webinaire donc sur le changement climatique, et l'impact de la CSRD, notamment en termes d'information. Donc, je vais vous présenter donc dans le programme que nous allons suivre donc, au cours de ce webinaire. Donc, la première étape, c'est remettre un petit peu les choses dans le contexte. Donc, on va rappeler le contexte de l'accord de Paris et le Green Deal, qui sont des éléments essentiels pour comprendre en fait les exigences d'information du rapport durable. Donc, ce sera notre deuxième sujet. Nous parlerons donc du rapport durable en rebalayant de façon rapide les exigences d'information contenues dans ce rapport pour ensuite se focaliser sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la norme ESRS E1, et vous proposer une démarche structurante pour adresser l'enjeu climatique au sein de vos entreprises. Et pour finir, en conclusion, on s'intéressera aux répercussions que peuvent avoir le changement climatique traité dans l'entreprise sur l'ensemble des parties prenantes et l'écosystème de l'entreprise. Donc, avant de rentrer sur ces sujets, sur le thème du changement climatique, c'est pas simplement qu'un thème de reporting, mais c'est également un sujet sur lequel il faut avoir certaines convictions que nous allons vous présenter. C'est Martine qui va vous les présenter. Merci Bruno. Donc, sur nos convictions, en fait, nous n'avons pas le choix. Nous allons devoir agir et rapidement. Parce que si on continue comme avant, l'enjeu climatique va avoir des répercussions économiques fortes à court et moyen terme et nous risquons d'avoir une perte du PIB mondial. Une étude en 2019 a estimé que sans action de mitigation, le changement climatique pourrait entraîner une perte d'environ 8% du PIB mondial d'ici à 2050, surtout en raison de l'impact des secteurs agricoles, de la santé publique et des infrastructures. Les régions les plus vulnérables sont bien sûr les pays en développement, mais les pays industrialisés ne seront pas épargnés. L'ampleur des pertes dépendra des mesures prises à la fois pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, pour adapter également les infrastructures et pour se préparer aux impacts climatiques. Nous voyons de toute façon que nous voyons une augmentation du coût des catastrophes naturelles, dont la fréquence et l'intensité augmentent. Et les actualités aujourd'hui nous montrent bien des preuves effectivement de ces catastrophes naturelles qui ont une fréquence et une intensité qui augmentent. Et au-delà de l'environnement, traiter le sujet climatique, c'est finalement préserver les équilibres économiques mondiaux. Les valeurs préservent le capital. Et agir aujourd'hui, c'est vraiment la solution à la fois la plus efficace et la moins coûteuse.
Je vais poursuivre par le contexte, à commencer par l'accord de Paris et le Green Deal. Donc, l'ambition, c'est vraiment une économie décarbonée. L'objectif global de l'Union européenne, c'est d'engager tous les acteurs, et notamment les sociétés, vers une économie bas carbone et de pouvoir également afficher un leadership sur ce thème. En décembre 2019, le Pacte vert européen, Green Deal, a présenté donc les ambitions de l'Union européenne qui clairement sont d'être le premier continent neutre pour le climat avec deux objectifs majeurs. Un objectif à horizon 2030 qui est de diminuer d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre et un deuxième objectif à horizon 2050 qui est d'obtenir la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone, c'est quoi? C'est un état dans lequel les émissions nettes de gaz à effet de serre sont réduites à zéro. Alors pour cela, il faut commencer par identifier et mesurer les émissions, les sources d'émissions des gaz à effet de serre. Il faut également engager des actions pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et lorsque on ne peut pas supprimer toutes ces émissions de gaz à effet de serre, les compenser, compenser les émissions restantes avec des projets qui capturent ou évitent les émissions équivalentes. Alors, le Pacte vert européen s'appuie sur 3 leviers. Le premier, donc, c'est la CSRD, dont l'objectif que l'on connaît, c'est de renforcer et d'élargir les exigences de publication de manière à ce que les entreprises puissent fournir des informations transparentes, comparables et fiables sur la durabilité. Le deuxième levier, c'est la taxonomie. L'idée, c'est de présenter une classification des activités de manière à pouvoir identifier les activités économiques durables sur le plan environnemental. Ça fait partie du plan d'action de l'Union européenne pour la finance durable. Et enfin, le troisième levier, SFDR, c'est d'imposer aux acteurs du secteur financier, donc par exemple les gestionnaires d'actifs, les investisseurs institutionnels, les conseillers financiers et les autres acteurs du secteur financier, d'informer sur la prise en compte des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions d'investissement. Alors, le changement climatique et les entreprises. Donc, l'augmentation des concentrations des gaz à effet de serre, donc les émissions de dioxyde de carbone, de méthane et de protoxyde d'azote, par exemple, ont un impact sur le changement du système climatique avec une augmentation de la température, la modification des précipitations qui sont à la fois plus importantes et plus nombreuses, avec donc des impacts climatiques et des effets sur les écosystèmes et la société. Donc ce que l'on attend des entreprises, c'est plus qu'une transition, c'est carrément une transformation de l'entreprise avec finalement deux mots-clés, atténuation, adaptation. Atténuation des émissions, c'est mettre en place des actions qui vont impacter les causes. Et l'adaptation au changement, c'est des actions qui vont agir sur les conséquences. Donc, les atténuations des émissions, c'est mettre en place, il s'agit pour les entreprises de mettre en place des actions pour réduire ou prévenir les émissions de gaz à effet de serre, pour limiter les causes du changement climatique. Donc l'objectif principal, c'est clairement de diminuer l'ampleur du réchauffement climatique et ses conséquences sur l'environnement. Le deuxième axe, c'est l'adaptation au changement. Donc là, on est bien sur les actions sur les conséquences. Donc là, il s'agit d'ajuster les systèmes humains et naturels aux effets du changement climatique pour diminuer la vulnérabilité à la fois des individus et des organisations face aux impacts actuels et futurs du climat.
Donc, impact actuel et futur du climat, bah, c'est par exemple les inondations, l'élévation à terme du niveau de la mer, les vagues de chaleur ou les phénomènes météorologiques extrêmes que nous rencontrons de plus en plus fréquemment. Et là encore, l'actualité ne peut que prouver que nous sommes dans une phase d'accélération de phénomènes météorologiques extrêmes. Donc ajuster ces pratiques et réduire les risques face aux impacts du changement climatique, c'est bien là l'enjeu de l'adaptation au changement. Et on a 2 types de risques auxquels on peut être confronté. Donc c'est d'une part les risques physiques, par exemple des risques d'inondation qui peuvent endommager les infrastructures de l'entreprise. Ça peut être aussi des risques à plus long terme, comme par exemple l'élévation du niveau des océans et des mers qui peuvent avoir un impact sur les infrastructures qui sont bâties près justement des côtes. Donc ça, c'est le premier type de risque, les risques physiques. Et nous avons également des risques de transition. Donc il s'agit de risques financiers, économiques et opérationnels, comme par exemple les risques qui peuvent être liés au changement dans la réglementation, dans la politique, dans l'attente des consommateurs et bien sûr dans les technologies. Donc pour engager cette transformation, les leviers techniques sont bien sûr importants, mais les leviers humains, bah, j'ai envie de dire, le sont encore plus, puisque c'est par l'humain qu'on va pouvoir mettre en place des plans d'action. Donc ces leviers humains, bah, finalement, il y a 3 éléments qui sont importants. C'est le savoir, le pouvoir et le vouloir. Le savoir, donc là, on parle bien des compétences. Donc il faut se poser la question, les compétences et les connaissances de cette population sont-elles suffisantes pour assurer une bonne maîtrise de la réalisation? Donc, que peut-on faire pour améliorer le volet des compétences? Bah, bien sûr, on peut agir sur tout ce qui est action de formation, de sensibilisation, comme les fresques au climat. Euh, L'organisation également, est-ce que les individus concernés peuvent agir? Est-ce qu'ils disposent des moyens, des outils, des méthodes nécessaires à une bonne contribution? Et bien sûr, le management. Est-ce que le management a compris les enjeux? Les intègre-t-il dans l'animation des équipes et le pilotage des activités? A-t-on des indicateurs ESG qui sont intégrés dans la rémunération, par exemple, des participant à la gouvernance? Donc, est-ce que tous ces éléments sur les compétences, l'organisation et le management sont bien là pour pouvoir engager cette transformation? Donc, cette première partie nous a permis de rappeler les enjeux du changement climatique, le rôle moteur que doivent avoir les entreprises, qui doivent agir à la fois sur les causes et également sur les conséquences, donc les 2 termes, atténuation pour les causes et adaptation pour les conséquences. Je vais laisser Bruno rappeler les exigences de reporting adressées aux entreprises dans le cadre de la CSRD. Merci Martine. Donc, je vais prendre la suite pour revenir donc, sur les éléments réglementaires et notamment sur le rapport durable donc, que vont devoir publier un certain nombre d'entreprises. Alors évidemment, cette exigence de reporting, c'est un élément tout à fait nouveau pour grand nombre d'entreprises, à l'exception de celles qui étaient déjà soumises à la DPEF. Néanmoins, on arrive maintenant à un niveau de formalisation important, ce qui va permettre, c'est bien le jeu, c'est de comparer les performances des entreprises entre elles sur les différents enjeux ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, pour ce faire, effectivement, des normes ont été émises, donc les normes ESRS, donc qui traitent les sujets ESG, avec donc 2 normes transverses, 5 normes concernant l'environnement, 4 normes pour les sujets à caractère sociaux, et puis une norme sur la gouvernance. Notre propos, c'est vraiment de se centrer aujourd'hui sur la norme ESRS E1, donc qui est la norme qui traite spécifiquement du changement climatique. Alors, évidemment, toutes les entreprises ne sont pas soumises à cette réglementation, puisqu'elle s'adresse, bon, pour simplifier, aux entreprises de plus de 250 personnes,
Néanmoins, il faut savoir qu'il y a un effet cascade qui va s'imposer et qui va, d'une certaine façon, obliger les entreprises plus petites à répondre à certaines exigences d'information de leurs donneurs d'ordre. Et sachez aussi qu'on attend des normes d'adoption volontaire qui vont s'appeler VSME et ESRS. Donc, ces normes d'adoption volontaire sont destinées aux entreprises de taille plus modeste, de façon à ce qu'elles puissent produire un reporting simplifié au sujet donc de leur politique ESG. Alors, pourquoi on a choisi le carbone? Parce que, évidemment, aujourd'hui, il y a un nouveau terme qui est apparu, c'est performance globale des entreprises. Alors, quand on parle de performance globale des entreprises, on s'intéresse en fait, évidemment, à la performance financière d'une entreprise, mais également à la performance ESG de l'entreprise, donc sa performance sur les aspects sociaux et environnementaux. Et ce qui est clair, c'est que demain, et c'est la performance carbone va être sans doute un des facteurs clés à prendre en compte au niveau des politiques RSE de l'entreprise. Alors, pourquoi le carbone va devenir sans doute le thème le plus important? Déjà, parce que c'est un enjeu universel et un enjeu géopolitique mondial. C'est quelque chose que l'on sait mesurer, alors on va dire mesurer ou évaluer de façon fiable, et le reporting que vont produire les entreprises doit amener à répondre à la question: est-ce que mon modèle économique entraîne ou non une aggravation des émissions de CO2? Et une deuxième question, c'est: est-ce que mon entreprise aussi est en capacité de s'adapter aux évolutions du climat? Donc c'est vraiment ces deux réponses qui sont ces deux questions auxquelles les entreprises doivent apporter deux réponses. Alors, vous savez que la matérialité est la pierre angulaire du reporting de durabilité, puisque les normes ESRS ont été rédigées de telle façon qu'on demande aux entreprises de produire des informations sur les éléments qui sont considérés comme matériels sur les sujets ESG. Alors, avec donc c'est une analyse qu'on appelle de double matérialité que vont devoir conduire les entreprises. Alors, s'agissant du volet climatique, la charge de la preuve va d'une certaine façon être inversée. C'est-à-dire que sur le sujet climatique, il va falloir que l'entreprise, pour ne pas reporter sur ce sujet, démontre que son activité n'a pas d'impact sur l'enjeu climatique. Donc ça, c'est donc ce que vous a expliqué Martine. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'impact sur l'enjeu climatique, donc son activité est marginale en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il va falloir également qu'elle démontre que le changement climatique n'a pas d'impact sur l'évolution de son activité. Donc, en tout état de cause, même si elle n'est pas amenée à reporter directement sur les sujets climatiques, l'entreprise va, dans son reporting de durabilité, devoir démontrer ces aspects-là. Donc, en tout état de cause, l'entreprise va devoir s'intéresser à ce sujet climat, même si elle peut le considérer comme marginal en ce qui la concerne. Alors, Martine va à présent vous proposer donc une démarche structurante pour adresser l'enjeu climatique et qui va nous amener à répondre pas à pas à cette question. Absolument, Bruno. Donc, la norme ESRS-E1, changement climatique, c'est clairement la plus importante et la plus impactante pour les entreprises. Elle fixe de nombreux éléments de reporting à produire sur les questions de l'atténuation et de l'adaptation qu'on a abordées précédemment. Donc là, il s'agit d'évaluer l'impact global de l'entreprise sur le changement climatique, de comprendre comment l'entreprise va agir
pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et aller vers une économie bas carbone, et d'évaluer également les capacités de l'entreprise à adapter sa stratégie et son modèle d'entreprise pour s'aligner sur une économie durable et contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Les exigences de publication de la norme ESRS E1, donc dédiée au changement climatique, sont là pour évaluer l'engagement des entreprises et l'impact de l'entreprise face au changement climatique. Donc, le premier élément qui est important et qui est un peu la clé de voûte de cet engagement se situe au niveau de la stratégie avec le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique. Je reviendrai sur ce point-là, sur le slide suivant. Donc, il est important effectivement de mettre en place un plan de transition qui est en quelque part une feuille de route au niveau stratégique. On va également se poser la question, est-ce que l'entreprise a une bonne gestion des IRO? Donc les IRO, ce sont les incidences, risques et opportunités liées au changement climatique. Et cette entreprise a-t-elle une description précise des processus qui permettent d'identifier et d'évaluer ces IRO, donc incidences, risques et opportunités, les IRO importants liés au changement climatique? Est-ce qu'elle a des politiques liées à l'atténuation du changement climatique et à l'adaptation à celui-ci? On retrouve toujours ces deux termes, atténuation, adaptation. Et est-ce qu'elle a des actions et des ressources en rapport avec les politiques en matière de changement climatique? Et ce qui est important aussi, c'est que l'entreprise soit en capacité de donner des preuves, c'est-à-dire est-ce qu'elle a des métriques et des cibles. Donc les cibles, c'est en quelque part des objectifs, et les métriques, en fait, ça va être des mesures. Donc par exemple, la consommation d'énergie, le mix énergétique, etc. Donc voilà pour les exigences de publication ESRS E1. Donc, je viens de le dire, le plan de transition pour l'atténuation du changement climatique, c'est vraiment une feuille de route qu'une organisation doit établir pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et s'adapter à une transformation vers une économie bas carbone. Donc, il s'agit de montrer qu'on a une trajectoire de décarbonation, donc c'est vraiment l'élément central, et est-ce que cette trajectoire est crédible? Donc, quels sont les leviers de décarbonation en tenant compte des émissions verrouillées? Les émissions verrouillées, ce sont les émissions auxquelles finalement on ne peut pas couper parce qu'elles sont liées à l'utilisation d'actifs et jusqu'à la fin de la durée de vie de ces actifs, on aura ces émissions verrouillées, au moins à un instant T. Et puis bien sûr, pour que cette trajectoire soit crédible, il est important d'avoir des ressources financières allouées. Il va falloir également prouver que des politiques relatives à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique sont mises en place par l'entreprise et sont correctement décrites, et identifier les actions et les ressources liées aux politiques mises en place en lien avec le changement climatique. Donc, construire une trajectoire de décarbonation et prouver sa solidité, en quelque part, c'est s'inscrire dans une démarche de gestion. Ce qui est important, c'est d'avoir des objectifs, de mesurer des résultats par rapport à ces objectifs et bien évidemment de mettre en place des plans d'action pour atteindre les objectifs. Et c'est un processus itératif. Donc, je vais vous présenter la vision globale de 5 étapes pour élaborer une trajectoire de décarbonation. Et Bruno viendra ensuite dans le détail de ces différentes étapes. Donc, la première étape, c'est d'établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre à partir des données et des méthodes qui ont été établies par le Greenhouse Protocol à la fin des années 90. Greenhouse Protocol qui a donné naissance au concept fort utilisé aujourd'hui de scope et qui a également précisé les définitions de ce que sont les scopes 1, 2 et 3.
Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'identifier les leviers de décarbonation en sachant que on a des leviers directs qui vont agir directement sur la décarbonation. Donc, c'est par exemple l'électrification des transports, mais on a également des leviers indirects qui ne vont pas agir directement sur la décarbonation, mais vont être également contributeurs à cette décarbonation. Donc, c'est par exemple toutes les actions de sensibilisation, de formation des salariés des entreprises. La troisième étape consiste à définir les scénarios business et climatiques. La quatrième étape, à partir de ces scénarios business et climatiques, on va modéliser l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre et définir des plans d'action. Et la dernière, cinquième et dernière étape, c'est d'effectuer des analyses de sensibilité. Donc les analyses de sensibilité, c'est étudier finalement la variation des paramètres clés pouvant influencer la décarbonation. Donc Bruno, je te laisse le soin de développer ces différentes étapes. Alors, effectivement, comme l'a rappelé Martine, c'est une démarche de gestion dans laquelle on s'inscrit. Donc la première étape, c'est une étape de mesure. Donc la mesure, c'est la mesure du bilan carbone, donc des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Donc ça va servir évidemment, c'est très utile puisque ça va permettre de définir des ordres de grandeur, ça va permettre de déterminer des objectifs et puis surtout de passer à l'action pour décarboner les activités de l'entreprise. Alors ce que vous voyez sur ce schéma, c'est qu'évidemment l'évaluation d'un bilan de gaz à effet de serre se fait sur trois scopes et ne dépend pas exclusivement des activités de l'entreprise, puisqu'il va falloir donc s'intéresser aux activités de l'entreprise, donc sur les scopes 1 et 2, puisque ce sont les émissions qui sont directement effectuées par l'entreprise. Donc émissions scope 1, c'est directement les émissions directes, et scope 2, les émissions indirectes associées à la consommation de sources non directement émettrices de CO2. Et il va surtout falloir s'intéresser aux émissions du scope 3, donc c'est-à-dire les activités amont et les activités aval de l'entreprise. Donc là, c'est quelque chose de plus complexe, puisque, je veux dire, il n'y a pas de compteur de CO2 direct qui existe là-dessus, et pour autant, dans beaucoup d'activités, ça peut concerner 80, voire 90% des émissions de l'entreprise. Et c'est là où aussi on voit en fait tout l'impact que peut avoir l'entreprise sur sa chaîne amont et sa chaîne aval. Et réussir la décarbonation au sein d'une entreprise, c'est surtout, pour beaucoup d'entreprises, mettre leurs fournisseurs, leurs clients et analyser l'ensemble de ces activités pour parvenir à une réduction des émissions. Voilà. Donc, je passe à deuxième étape. Une fois que ce bilan carbone est effectué, il va falloir s'intéresser donc au levier de décarbonation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un levier de décarbonation? C'est un ensemble d'actions qu'on va agréger parce qu'elles répondent à une logique qui est commune. Et ces actions, on va les regrouper sous 4 leviers qu'on va énoncer successivement. Le premier levier que peuvent actionner les entreprises, c'est les modifications du mix énergétique. Donc, qu'est-ce que c'est que le mix énergétique? C'est modification du mix énergétique, c'est verdir son mix énergétique, c'est par exemple passer d'énergie carbonée à des énergies décarbonées. Donc, pour une entreprise, ça peut être par exemple l'usage de véhicules électriques en lieu et place de véhicules thermiques. Donc ça, c'est le premier levier activable. Donc, évidemment, ça regroupe un ensemble d'actions beaucoup plus large que celle que je viens de vous citer. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Donc, sobriété énergétique, de quoi s'agit-il? C'est réduire sa consommation en modifiant les comportements ou les usages. Alors, au moment de la crise énergétique, par exemple, on a beaucoup parlé de sobriété énergétique au niveau du chauffage. C'est réduire
réduire la consommation en baissant la régulation de la température dans les bâtiments. Donc c'est une action pour une entreprise. On peut en avoir évidemment d'autres. Par exemple, quelque chose qui est plus indirect, c'est-à-dire mettre en place du télétravail dans une entreprise, ben, on s'oriente vers moins de transport pour les salariés, donc moins de transport, moins de consommation énergétique, donc moins d'émissions de CO2. Donc la sobriété, c'est vraiment essayer de réduire l'usage, c'est vraiment réduire l'usage. Troisième grand levier, la performance énergétique. Donc là, cette fois-ci, en performance, la performance énergétique, il ne s'agit pas de réduire l'usage, mais c'est améliorer l'efficacité des systèmes et infrastructures pour réduire la consommation d'énergie nécessaire en maintenant un usage donné ou un niveau de service équivalent. Donc, si je reviens pour une entreprise, évidemment, on pense tout de suite à la performance énergétique des bâtiments, mais le sujet peut être aussi la performance énergétique des véhicules, par exemple, utiliser des véhicules moins lourds qui permettent de diminuer les consommations de carburant. Donc ça, c'est vraiment les trois grands leviers opérationnels qui sont à la main de l'entreprise, donc agir sur le mix, la sobriété et la performance. Et le quatrième, il s'agit plus de se poser la question, si on n'arrive pas à la neutralité carbone, comment peut-on compenser les émissions résiduelles de CO2? Donc c'est équilibrer ces émissions de CO2 en finançant des projets de réduction de CO2 ou éventuellement des projets de séquestration carbone. Donc l'entreprise doit agir donc, sur ces 4 leviers-là. Et Martine va vous montrer comment ça peut se traduire en termes de présentation dans un reporting, dans un reporting de durabilité. Absolument. Alors, nous avons là un exemple de présentation des objectifs de réduction détaillés par levier de décarbonation. Donc, ce que l'on peut observer sur cette présentation, c'est que nous avons à gauche l'année de référence 2025 avec les émissions de gaz à effet de serre actuelles. Donc là, l'entreprise sélectionne une année où elle a des données robustes sur les émissions des scopes 1, 2 et 3. Un peu au centre, on a une année cible 2030. Bon, il n'est pas étonnant de retrouver l'année cible 2030, puisque pour rappel, elle correspond à un objectif de l'Union européenne qui est d'obtenir au moins 55% de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et puis on retrouve l'objectif neutralité carbone à horizon 2050. Donc là, ce qu'on voit, c'est finalement les différents éléments qui peuvent agir sur la décarbonation. Alors déjà, pour commencer, on a sur le pavé bleu, en fait, on voit l'impact de la croissance de l'activité et de l'extension du périmètre qui va entraîner non pas une diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et après, on va avoir toute une série d'actions qui vont pouvoir agir sur la décarbonation et aller dans le sens de la décarbonation. Donc en vert, on a toutes les réductions qui sont prévues dans les opérations propres, c'est-à-dire qui vont couvrir les scopes 1 et 2, tels que Bruno vous les a décrits. Et vous avez en orange les réductions qui sont attendues dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire le scope 3. Alors pour rebondir sur les leviers que Bruno vous a cités, donc on voit par exemple dans les leviers verts, on voit le changement de carburant dans les transports. Donc là, on est sur le levier du mix énergétique. On voit l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc là, on est sur le levier de performance. Et l'électrification industrielle, on est là aussi sur le levier du mix. Donc après cette illustration, Bruno va développer l'étape numéro 3. Alors, évidemment, quand on effectue ce plan de transition, on s'inscrit dans une démarche prospective et donc qui est clairement assez difficile à mener.
Et pour la mener, on peut s'appuyer sur deux éléments. Bon, déjà, le scénario business de l'entreprise, donc c'est qu'il faut que l'entreprise soit en mesure d'effectuer un plan à moyen terme qui lui permette de savoir quelle va être l'évolution de ses activités. Et puis le deuxième point, c'est un point essentiel, c'est le scénario climatique. Vous savez que l'objectif qui a été posé par l'accord de Paris, qui est un objectif d'élévation de 1,5 degré, est sans doute aujourd'hui un scénario optimiste au regard des résultats atteints à date. Et donc, on peut s'orienter vers vraisemblablement, on aura un scénario médian, on espère autour de 2 degrés, avec un scénario qui peut être pessimiste, avec une élévation à 4 degrés à horizon 2100. Donc, évidemment, selon le scénario que l'on va examiner, d'élévation des températures, donc ces scénarios sont proposés par le GIEC, l'analyse des risques, opportunités et incidences ne sera pas identique, en particulier sur l'analyse des risques. Donc ces scénarios vont aider l'entreprise en choisissant un, à identifier les mesures nécessaires, à concevoir ses stratégies d'adaptation et puis surtout à se projeter dans une vision à long terme pour anticiper les conséquences du changement climatique sur ses activités. Donc ce sont des éléments qui sont importants pour concevoir son plan de transition et surtout qui doivent aider l'entreprise à, aligner sa stratégie sur ces différents scénarios. Alors, le point suivant, et comme on l'a vu, il y a un objectif de réduction des gaz à effet de serre qu'il va falloir que l'entreprise va devoir se fixer un objectif de réduction de ses émissions, donc qui doit être exprimé en valeur absolue, puisqu'en fait, ce qui intéresse le climat au sens large, c'est que le montant des émissions de CO2 soit réduit. Et donc, si aujourd'hui j'émets 100, ça veut dire que si je veux réduire l'objectif 100 aujourd'hui, si ma réduction c'est 55%, et ben ça veut dire qu'à horizon 2030, je ne dois plus émettre que 45 d'émissions de CO2. Les objectifs, il va falloir les caler sur les scopes 1, 2 et 3, et donc fixer une année de référence, donc comme vient de vous le montrer Martine, et également une cible pour 2030 et ensuite une cible tous les 5 ans. Alors, la question qui peut se poser, c'est évidemment comment va-t-on calculer cette valeur cible en termes de décarbonation? Alors, pour ce faire, l'entreprise peut s'appuyer en fait sur des stratégies sectorielles de décarbonation qui ont été soit publiées par l'Union européenne au titre du plan Fit for 55, Fit for 55, ou au niveau français, la stratégie nationale bas carbone qui propose des orientations par secteur d'activité. Donc là, c'est un calcul où effectivement, il va falloir prendre ces émissions actuelles et puis si l'objectif de réduction des émissions est par exemple de 60% pour mon secteur d'activité, c'est sur ce type d'objectif que je vais devoir me caler. À défaut, s'il n'y a pas de stratégie sectorielle ou d'information sectorielle, ben on va agir sur ce qu'on appelle la contraction absolue, c'est-à-dire qu'on va multiplier les émissions de gaz à effet de serre de l'année de référence par un facteur transsectoriel de réduction, et donc ça va permettre de déterminer un objectif global de réduction. Alors ce que l'on va voir, c'est que évidemment les normes SRS imposent aux entreprises donc d'afficher des objectifs de réduction, mais certaines entreprises aujourd'hui, donc au titre de la DPEF, publiaient déjà certaines informations liées à leurs objectifs de décarbonation. Et Martine va vous présenter une illustration de ces objectifs de décarbonation.
Absolument. Alors, dans le cadre de la DPEF, certaines entreprises, dont par exemple le groupe EDF, affichent déjà une trajectoire qui correspond à l'exigence de publication de ESRS-E1. Donc là, nous avons un schéma qui présente une estimation de l'impact des actions menées en vue de réduire les émissions directes. Donc là, on est bien sur le scope 1, donc émissions directes de gaz à effet de serre du groupe EDF. Donc là, on retrouve cette notion de période, donc période de base, donc avec les émissions mesurées en 2017. On retrouve donc la période 2030, donc les émissions en 2030. Et on a les principaux éléments qui permettent de voir comment le groupe EDF compte diminuer de 50% ses émissions directes de gaz à effet de serre. Donc là, on a par exemple un des éléments qui est important, c'est la sortie du charbon. On retrouve également la substitution du fioul en territoire insulaire, le verdissement des réseaux de chaleur, etc. Bon, je ne vais pas relire tous les éléments. Et pour compléter en fait ce schéma, on a un tableau qui juste après, voilà, qui reprend, qui précise les actions mises en œuvre par le groupe EDF. Donc là, pour reprendre celle que j'ai citée précédemment, donc on a la sortie du charbon, donc c'est la fermeture de l'ensemble des centrales électriques à partir de charbon exploitées par le groupe EDF d'ici 2030. Et par exemple, pour le verdissement des réseaux de chaleur, le verdissement des réseaux de chaleur gérés par le groupe, par le recours à la biomasse, récupération de chaleur fatale, géothermie et thalassothermie. Donc nous arrivons à la 5e étape de notre méthodologie pas à pas et je laisse Bruno la développer. Alors, évidemment, comme je le rappelais précédemment, cette trajectoire de décarbonation, c'est un exercice prospectif complexe et par parallélisme avec ce qu'on est amené à faire pour les financiers dans les logiques de choix d'investissement où, avant de décider d'un investissement, on effectue ce qui s'appelle une analyse de sensibilité. Donc, l'analyse de sensibilité, c'est étudier, en fait, par rapport à une projection, quels sont les facteurs clés de cette projection et d'évaluer, en fait, les risques de ne pas atteindre l'objectif en fonction des variables clés qui sont les plus importantes pour l'atteinte de cet objectif. Donc c'est un sujet important puisque c'est un sujet qui va permettre d'évaluer, en fait, quelle est la robustesse de mon plan de transition, de façon à être certain que les objectifs sont tenables et que l'entreprise, en fait, est en capacité d'agir pour atteindre ces objectifs et de réagir si certains paramètres venaient à être fortement modifiés par rapport aux prévisions initiales. Donc, on vient de développer ensemble donc ces 5 étapes de la démarche que l'on vous propose, qui s'articulent autour de ce qu'on a vu: mesurer, identifier les leviers de décarbonation, s'appuyer sur les scénarios business et climatiques, fixer des objectifs et enfin effectuer des analyses de sensibilité pour garantir la robustesse du plan de transition de l'entreprise. Donc à présent, nous allons revenir pour finir sur les enjeux pour l'entreprise et son écosystème. Et je vais laisser Martine présenter donc la première diapositive. Donc enjeu sur les parties prenantes ou l'écosystème de l'entreprise. Donc du rapport de durabilité à l'entreprise durable, puisque c'est bien ça que l'on cherche. En fait, l'objectif avec le rapport de durabilité, ce n'est certainement pas d'avoir un rapport de plus, mais bien d'engager l'entreprise sur des actions et également d'embarquer les parties prenantes et de sélectionner les modèles d'affaires durables.
Donc, l'esprit des normes ESRS, c'est de traiter les questions ESG sur l'ensemble de la chaîne de valeur en intégrant l'ensemble des parties prenantes. Donc là, il y a un effet cascade qui est attendu avec le fait que l'entreprise doit raisonner en incluant les parties prenantes. Ça, c'est une grande différence par rapport au rapport financier qui s'arrête aux bornes de l'entreprise. Là, on est vraiment sur un rapport qui tient compte également des parties prenantes, qu'elles soient amont ou aval. Il s'agit pour l'entreprise d'engager les parties prenantes dans l'action. Donc on le voit bien avec les scopes 1, 2, 3 et le fait que finalement l'enjeu il est là, puisque c'est dans le scope 3 que l'on va avoir la majorité des émissions de gaz à effet de serre. On a une responsabilité de l'entreprise sur ces parties prenantes, c'est-à-dire que les gros donneurs d'ordre, ils ont aussi pour responsabilité d'engager les dans une trajectoire de décarbonation. Donc l'entreprise, elle va regarder ses modèles d'affaires et au même titre qu'elle regardait aujourd'hui son portefeuille produit, il va falloir qu'elle regarde les modèles d'affaires et qu'elle prenne des décisions. Quels sont les modèles d'affaires qu'il est bien d'abandonner parce que ils ne sont pas du tout cohérents avec la trajectoire de décarbonation? Quels sont les modèles d'affaires que l'on peut garder mais qu'il va falloir faire évoluer, donc qui doivent être en mutation? Et puis à l'inverse, quels sont les modèles d'affaires que l'on va créer, qui sont compatibles avec une trajectoire de décarbonation, mais qui en même temps vont permettre à l'entreprise de compenser les modèles d'affaires qu'elle aura abandonnés. Donc il va falloir intégrer la durabilité dans la stratégie avec 3 axes, la rentabilité bien sûr, mais également les risques et la durabilité. En fait, il s'agit d'avoir une approche de performance globale. On a été beaucoup aujourd'hui dans les entreprises dans la performance économique, donc on va conserver cette performance économique, mais on va la contrebalancer en quelque part par une performance globale qui va intégrer donc tout ce qui est performance liée au respect ESG. Les possibilités de financement, donc là, c'est quelque chose qui va inciter aussi les entreprises à aller vers finalement des modèles d'affaires qui soient compatibles avec la décarbonation, puisque avec la taxonomie, il s'agit bien d'avoir accès au financement en fonds propres, mais également aux emprunts. Et finalement, on peut dire que la finance, c'est également un levier et un levier intéressant pour accélérer la décarbonation. Mais in fine, pour l'entreprise, c'est aussi une question de volonté et de valeur, n'est-ce pas Bruno? Absolument. Alors, effectivement, merci Martine pour cette conclusion. Alors, on peut, en guise de conclusion peut-être ultime, se dire que par rapport à cet enjeu de décarbonation que l'on doit tous adresser, l'entreprise peut effectivement avoir une démarche classique, celle qu'on a présentée, c'est donc mesurer, mettre en œuvre son plan de décarbonation avec des objectifs qui soient en phase avec la stratégie européenne. Bon, c'est évidemment, ça c'est aujourd'hui, on est dans le domaine de l'obligation et c'est la première étape de la démarche. On sait pertinemment qu'au rythme actuel, je veux dire, ce ne sera pas suffisant. Donc on peut avoir une démarche qui soit plus ambitieuse, plus impactante et qui peut amener à vraiment reconsidérer, je veux dire, l'activité de l'entreprise, son modèle d'affaires. Donc, comme c'est énoncé ici, les enjeux, il y a un contexte mondial, il y a repenser la place de mon organisation dans le monde et changer sa vision, agir en conséquence et bifurquer si besoin. Ça veut dire ça peut aller jusqu'à une remise en cause profonde des activités de l'entreprise. On sait, sans en citer, qu'aujourd'hui, il y a certaines activités qui ne sont pas compatibles avec le changement climatique et les entreprises qui sont dans ces activités doivent évidemment s'interroger sur la durabilité de leur activité et sur la réorientation de leur business. Donc la question clé, et celle qui est posée en bas,
c'est évidemment l'intention. Et on voit bien là, est-ce que vous êtes prêt à remettre en cause votre modèle d'affaires? Et donc là, évidemment, ça intéresse le plus haut niveau de l'entreprise, évidemment sa gouvernance et ses investisseurs. Et aujourd'hui, progressivement, se met en place un ensemble de dispositions et de mesures qui doivent amener les entreprises donc, sur ce chemin. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec cette présentation. Juste pour vous dire, donc à la Cegos, évidemment, on est très investi, nous sommes très investis et nous avons une offre qui s'oriente de plus en plus sur cette dimension RSE. Donc on vous invitera, si vous êtes intéressé, à regarder notre offre en détail. On vous présente juste simplement quelques programmes qui pourraient vous intéresser dans le cadre d'un intérêt pour la démarche RSE. Donc, de façon globale, on a déjà un cycle responsable développement durable qui est certifiant et qui, de plus, est éligible au financement CPF grâce à une certification, je vais dire, reconnue au répertoire spécifique. On a des formations courtes sur le reporting CSRD, donc on vous en cite une de 2 jours, et également des formations longues, puisque on a une formation de 8 jours complète pour permettre à des entreprises, et surtout à des collaborateurs en charge de ce projet, d'élaborer le reporting de durabilité. Et puis enfin, c'est évidemment la dimension RSE, ESG, c'est quelque chose qui est véritablement pris en compte dans des formations longues et diplômantes, et en particulier la formation que la Cegos a en partenariat avec l'IESEG sur l'Executive Master Direction Financière. Voilà, donc c'est une présentation très synthétique de notre offre, mais je vous invite à aller plus loin, à consulter notre site web. Voilà, et dans la partie donc sur mesure, donc on a bon nombre de projets comme par exemple des fresques du climat qui sont déployés en intra dans différentes entreprises. On est quand même sur des formats plus courts, on n'a pas du 45 jours ou du 8 jours, du moins jusque-là. On a également la sensibilisation de salariés sur le sujet et on a une mission pour former des référents RSE dans le secteur financier. Voilà, alors on va peut-être garder, il nous reste pour quelques instants pour répondre aux questions qui sont dans le chat. Alors, peut-être une réponse, je vois une question, c'est quels sont les délais de mise en œuvre de la CSRD pour les entreprises de moins de 250 personnes? Alors, pour les entreprises de moins de 250 personnes, aujourd'hui, alors il y a 3 critères. Il y a un critère de personnes, de chiffre d'affaires et puis de total bilan. Mais si vous êtes dans une entreprise qui n'est pas dans l'obligation de publier ce reporting CSRD, vous, aujourd'hui, elles ne sont pas encore publiées, des normes d'adoption volontaire, qui sont des normes simplifiées pour les entreprises de taille plus modeste. Néanmoins, vous savez que, comme on l'a bien vu, notamment sur l'enjeu climatique, vous êtes en relation avec différentes parties prenantes, vous êtes dans une chaîne de valeur et vous pouvez être sollicité soit par vos fournisseurs, éventuellement vos clients, pour fournir de l'information sur différents critères ESG. Donc évidemment, même pour les entreprises de taille plus modeste, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'obligation formelle, je veux dire, il y a une tendance du marché qui va les rendre obligatoires. Alors moi, j'ai une question sur les émissions verrouillées. Que ça signifie les émissions verrouillées. Donc en fait, les émissions verrouillées,
Elles vont correspondre aux émissions provenant d'actifs et de produits de l'entreprise au cours de leur durée de vie résiduelle. Par exemple, une flotte de transport camion dont l'utilisation est prévue sur une durée résiduelle de 5 ans. Pendant 5 ans, on va continuer à utiliser ces camions et donc on va avoir des émissions de gaz à effet de serre à cause de l'utilisation de ces camions. Donc l'évaluation de ces émissions jusqu'en 2030 et jusqu'en 2050, elle est importante et elle permet d'évaluer la faisabilité des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Voilà, okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vois une question, et on va pouvoir y répondre assez aisément, c'est « Pouvez-vous donner des précisions sur la conduite d'un exercice fresque climat ?» Alors, Martine, comme moi, sommes deux animateurs de la fresque du climat, donc sans rentrer dans le détail, c'est un exercice de sensibilisation qui est très intéressant, qui s'adresse en fait, qui peut s'adresser à tous les collaborateurs de l'entreprise, et ça va bien évidemment au-delà du simple monde de l'entreprise, c'est un atelier qui dure une demi-journée, qui s'effectue en groupe avec l'appui d'un animateur, et dont l'objectif, c'est de comprendre les causes et les conséquences du changement climatique. Donc, c'est un exercice qui est véritablement très apprenant et qui s'appuie sur des données scientifiques, puisqu'il s'appuie sur les conclusions du GIEC. Donc, avec il y a un effet de prise de conscience et puis un effet apprentissage qui peut être très important. Et c'est souvent un levier essentiel pour engager des collaborateurs dans l'action, puisque en fait, le changement climatique, c'est l'affaire de tous. Absolument. Et je rajouterais que c'est assez ludique, puisqu'on fait ça en sous-groupe, donc c'est quand même assez sympathique, et on dispose d'un certain nombre de cartes où on va découvrir un certain nombre de choses concernant les enjeux climatiques. Donc c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Alors, il y a une question également sur est-ce que la trajectoire prend-elle en compte les actions marketing et communication de l'entreprise? Bien sûr, puisque en fait les émissions que les actions marketing qui peuvent être de différentes natures font partie en fait des actions qui vont être et l'organisation d'événements par exemple, on pense souvent à ça. Aujourd'hui, c'est une vraie préoccupation, c'est de faire des événements, comme on dit, bas carbone. Donc essayer de réduire en fait l'impact de l'événement sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça passe par plein d'actions au niveau marketing, par exemple le déplacement des participants, le choix des lieux de conférences, les envois de publicité ou pour la nourriture proposée sur le lieu de l'événement, etc. Donc évidemment, tout ça, c'est pris en compte dans un bilan carbone. Tout à fait. Et puis également, dans la communication, c'est travailler sur de la documentation avec une sobriété et une accessibilité à la documentation. C'est également des éléments sur lesquels aujourd'hui les entreprises travaillent. Alors, j'ai une question qui est plus technique, c'est comment on estime les émissions du scope 3. Alors, on va vous fournir une réponse qui va évidemment être assez succincte parce que c'est un sujet compliqué et sur lequel, en fait, il est nécessaire de s'entourer de cabinets spécialisés sur le sujet. Alors, le scope 3, comme on a vu, ce sont les émissions amont et aval de l'entreprise. Donc, évidemment, ce qui est fait, la chose, simplement, c'est qu'on essaye, donc à partir notamment des analyses de cycle de vie, on essaye d'estimer, en fait, on essaye de multiplier ce qu'on appelle une donnée physique, par exemple, avec un facteur d'émission. Et donc, par ce biais, donc on a il existe des bases de données qui permettent d'évaluer, par exemple, précisément, je prends un exemple, si vous faites 10 000 km par an en train, quel est le montant des émissions carbone que vous générez? Donc là, on va multiplier, on va avoir une donnée qui va être une donnée qui me permet de savoir que 1 km de train multiplié par un facteur d'émission correspond à tant d'émissions de carbone. Bon, c'est une réponse très synthétique que je vous effectue, mais je veux dire, ça nécessitera un développement beaucoup plus large.
Alors moi, j'ai une question sur combien de scénarios business climatiques faut-il raisonnablement considérer? J'ai envie de dire, traditionnellement, on est souvent sur 3 scénarios. Donc là, on peut tout à fait envisager 3 scénarios climatiques. Heu, un optimiste, un médian et un pessimiste. Donc optimiste, effectivement, serait sur, l'objectif, hausse des températures de 1,5 degré. Pessimiste, une hausse des températures de 4 degrés, voire plus. Et puis médian, on pourrait envisager une hausse des températures de l'ordre de 2,2 degrés. Ok, Et alors, je crois que ouais, on va peut-être prendre une dernière question. Allez, allez pour le je plaisir, prends une pour la dernière route. question. Quand sortira le document sur la simplification de la CSRD pour les PME volontaires, est-ce que cette simplification s'appliquera aussi aux PME assujetties à la CSRD? Alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, donc la CSRD, c'est une directive européenne qui a fait l'objet d'une transposition en France et donc qui est d'application obligatoire pour les entreprises d'une certaine taille avec un calendrier qui s'échelonne. Donc, les premiers rapports qu'on va avoir sur le conforme à la CSRD vont être publiés en 2025 sur les comptes 2024. Et ensuite, donc, il y a un calendrier qui va concerner donc les entreprises de plus de 250 personnes. Je ne rentre pas trop dans le détail. Donc, si vous êtes soumis à la CSRD, si vous êtes dans le champ d'application de la CSRD, vous devez appliquer les normes ESRS. D'accord? Ensuite, pour les entreprises qui ne sont pas dans le champ d'application de la CSRD, elles peuvent, si elles le souhaitent, et ça, c'est quelque chose, appliquer donc des normes simplifiées qui vont s'appeler les normes, j'ai un trou, VSME, me semble-t-il, ouais, VSME, Absolument. Voluntary Small Medium, voilà, VSME. Et donc, ces entreprises-là, volontairement, pourront appliquer ces normes-là. Mais il est clair que les entreprises qui sont soumises à la CSRD ne pourront pas utiliser ces normes. Voilà. Je crois qu'il est 12 heures. On s'était engagé à ne pas dépasser 1 heure. Je vois qu'il y a encore un certain nombre de questions. On y répond. Donc, désolé de ne pas pouvoir y répondre, mais c'est un petit peu la loi du genre. Nous sommes Voilà. tenus par le timing. Voilà. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire et nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous ces éléments ô combien importants sur le changement climatique, ses enjeux et les impacts au niveau des entreprises. Et nous vous souhaitons, Bruno et moi, une excellente journée. Merci pour votre attention et bonne journée à vous.